rentrer chez EDF. Je pense que je pouvais mettre de côté. J'ai toujours bien sûr un tableur et tout. Je fais mes comptes tous les mois. J'adore ça. De mémoire, je pense que je mettais de côté 60, 65, 70% de ton salaire ? De mon salaire, ouais. De cette là, tu vivais avec l'équivalent d'un SMIC alors que tu pouvais potentiellement dépenser 2 fois plus, quoi. Oui, tout à fait. Et ça m'a jamais, j'ai jamais vécu ça comme une privation ou j'étais content de continuer à accumuler en fait, à mettre de côté. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils ? Comment ils le gagnent ? Comment ils le dépensent ? Comment ils l'appréhendent tout simplement ? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Bon, t'es un peu tendu ou ça va ? Non, ça va. Ok. Je sais que tu poses cette question à chaque fois au début. Pas tout le temps, mais je sais que c'est un sujet sensible à chaque fois dans ce... Ouais, mais moi c'est un sujet j'adore parler de ça, quoi, d'argent. Justement, je vois pas de tabou, donc très cool. Eh ben, trop bien. On est donc avec Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour Fabrice. Bienvenue. Merci. Très content d'être là. Guillaume, tu m'as envoyé un mail pour me dire que tu faisais partie de ce fameux mouvement qu'on appelle aux États-Unis le mouvement FIRE. F-I-R-E. Ouais. Si je me trompe pas, qui invite les gens à mettre en place un système pour partir à la retraite de façon précoce, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. FIRE, donc Financial Independence, Retire Early. Donc indépendance financière et retraite précoce, avancée. Ok. Donc oui, après il y a vraiment plein de stratégies qui sont adaptées aux uns et aux autres. Ouais. Mais voilà, l'idée de pas attendre 62 ou 65 ans. Comment t'as découvert ce mouvement à l'époque ? Bonne question. En fait, depuis toujours, je me suis intéressé aux questions d'argent et d'optimisation, d'une manière générale. Okay. Pas que sur l'argent, mais j'ai appliqué ça à l'argent aussi, puisque l'argent m'intéressait aussi. T'es ingénieur, hein, c'est ça pour... Ouais, c'est ça. Profil vraiment très scientifique, ingé, classe prépa, etc. Et donc, j'ai toujours aimé aussi les chiffres, les calculs, toujours un calcul dans un coin de ma tête. Et du coup, la question, c'était FIRE. Du coup, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'argent, l'investissement, etc. Et comme par ailleurs, je suis d'une nature très frugale, mais vraiment naturellement, sans me forcer, quoi. Et que les deux mouvements peuvent se retrouver. Je suis assez facilement tombé sur ce mouvement FIRE en surfant sur Internet, chose que j'ai pas mal faite aussi, en pratiquant la sérendipité et voilà, en satisfaisant ma curiosité. Ta curiosité naturelle. Tout à fait. Ok, donc à la base plutôt une forme de curiosité et d'intérêt en fait pour le sujet de l'argent, mais sur des aspects plutôt techniques en fait, c'est ça ? Ouais, tout à fait, c'est ça. Et sans faire une recherche vraiment avec un but précis, en me disant moi qu'est-ce que je veux, etc. Je veux faire ci, je veux faire ça, je veux trouver une stratégie qui me correspond. Non, j'étais vraiment curiosité. Je regardais tout ce qui existe et je prends ce qui me plaît, quoi. Ok, on va en reparler, mais en gros, donc depuis 2 ans, c'est ça ? T'es tombé t'as adopté ce mouvement, c'est ça ? Ouais, alors en fait, ça fait un petit peu plus longtemps que ça que je le connais, ouais. Mais depuis 2 ans, j'ai vraiment fait le saut de devenir, donc il y a plein de termes, on peut dire rentier en français, mais c'est assez mal vu, de se libérer du salariat, de devenir indépendant financièrement, voilà, et de prendre sa retraite plus tôt que d'autres. Donc à 34 ans, j'ai fait ce saut-là, il y a 2 ans. Mais voilà, le mouvement FIRE, du coup, je le connais depuis, je pense, depuis 2017, quelque chose comme ça. Ok. On va reparler de tout ça, de ton parcours aussi, parce que tu as été salarié pendant 6 ans. Pendant 6 ans de ce fait-là. J'ai fait des très longues études. Oui. 6 ans de salarié. T'étais normalien, c'est ça ? Ouais, j'ai fait normal en physique, donc toujours très très scientifique. Et ensuite, j'ai fait une thèse en météorologie,
climatologie. Et ensuite, voilà, j'ai été ingénieur de recherche pendant 6 ans. Ok. Mais la première question que je pose à tous mes invités, c'est tu dis oui. En fait, t'as écouté le podcast, c'est ça? Ouais. J'écoute beaucoup de podcasts. Du coup, depuis 2 ans, j'ai un peu plus de temps aussi. Ouais. Donc voilà, je sais. Mais redis-le moi quand même. En gros, quand je te dis argent, qu'est-ce que ça représente pour toi? Eh bien moi l'argent ça représente la potentialité, donc le potentiel, ça c'est encore un truc de physicien, le potentiel, mais la puissance, enfin le pouvoir de faire des choses, et quand on a de l'argent, on peut faire plein de choses qu'on ne peut pas faire, ou plus difficilement ou autrement, si on n'a pas cet argent. Donc il y a des choses qui sont totalement inutiles ou qui vont pas nous intéresser, mais il y a aussi plein de choses qui peuvent être intéressantes pour nous et qu'on souhaite faire et que l'argent permet de le faire. Ok. Je vais rebondir là-dessus tout de suite sur ma question d'après, c'est-à-dire est-ce que tu as ton premier souvenir d'enfance par rapport à l'argent, c'est quoi? Ouais, alors je suis pas très bon en souvenirs, mais bon, j'en ai quand même un. C'est que quand j'étais petit, donc voilà, je saurais pas forcément précisément, je pense, je sais pas, j'avais 6 ans, 8 ans. Mon père me proposait d'aller l'aider à nettoyer sa moto, et il me donnait 5 francs. Voilà. Donc, une pièce. Premier souvenir, voilà, la grosse balles. pièce là, avec la semeuse dessus, je crois. Ouais. De mémoire. Voilà, premier souvenir. Donc je pense que peut-être mon père a toujours voulu montrer que l'argent ça se méritait aussi, mais ça se faisait très très tranquillement, très très simplement quoi aussi. Et toi, tu le faisais pour aller gagner 5 francs ou tu le faisais pour filer un coup de main à ton père? Ouais, je pense que les deux motivations devaient être égales. Et sachant que, en plus, ces 5 francs, voilà, pour moi, déjà à l'époque, voilà, n'avaient pas de destination. Je me disais pas, comme ça, je pourrais m'acheter tel ou tel bonbon à la boulangerie. Non, moi, je le mettais dans mon cochon et voilà, quoi. Mais juste, voilà, le fait de le mettre dans mon cochon et d'accumuler déjà, tout petit, je pense que c'était une satisfaction. Et tu te disais pas, tiens, avec cet argent-là, je vais pouvoir aller me faire plaisir et aller acheter, je sais pas, des bons becs ou voire même un truc plus gros, quoi. Voilà, non, il n'y avait pas d'autres éléments que le fait que cet argent, il était là dans mon cochon, il s'accumulait et c'est toujours une histoire de chiffres aussi. Peut-être que je m'amusais à les recompter, à savoir combien et voir un petit peu des courbes qui montent et ça fait plaisir. Et t'as souvenir que tu ouvrais ton cochon et que tu recomptais tes pièces? J'ai pas ce souvenir précis, mais okay. mais je m'imagine peut-être le faire, tu vois. Encore une fois, j'ai pas une très bonne mémoire. Ouais. Et tout ce qui s'est passé avant, je sais pas, 2020. non, mais à ce point-là. Ouais, c'est assez violent. Mais du coup, voilà. Et le fait de savoir que c'était une réserve, c'est peut-être encore une fois, une potentialité, une liberté, une sécurité aussi. Voilà. Tu viens de me dire un truc dingue. Tu viens de me dire que t'avais pas de souvenirs avant 2020. Ouais, non, mais j'ai peut-être un peu exagéré. mais effectivement, ouais, j'ai pas de souvenirs petits, j'ai très peu de souvenirs petits, quoi. Ok. Il faut vraiment aller, c'est un effort important. D'accord. Pour moi. Ok. Donc tu me dis que quand t'es petit, t'as vraiment ce truc de te dire déjà, ok, j'ai envie d'accumuler de l'argent et pas forcément besoin d'acheter des trucs ou envie d'acheter des trucs. En grandissant, t'as aussi, toi, de ton côté, envie de continuer à gagner de l'argent et de l'accumuler, c'est ça? Oui. Quand t'es ado ou... Oui. Je pense que ça reste un driver important. Et oui, donc par exemple, assez tôt, j'ai pu commencer à faire des activités qui étaient rémunérées, donc des trucs classiques, hein, du babysitting, j'en ai fait un petit peu, et surtout une grosse vache à lait, ça a été pour moi les cours particuliers. Ok. Donc à partir même assez tôt, je crois que j'avais pas encore passé le bac, ou je venais de le passer, et j'ai déjà commencé à donner des cours. De maths ou de... Voilà, maths, okay. Principalement maths et ensuite physique. Donc ça, je l'ai pas mal pratiqué. Et effectivement, je pense que... Enfin, oui, c'est sûr, ça m'intéressait beaucoup. J'aime beaucoup transmettre aussi. Ouais. Voilà, faire comprendre, voir un peu l'éclair dans le regard des gens qui ont compris après que je leur ai expliqué des choses. Donc ça me plaît beaucoup. Mais c'est sûr que le fait que ce soit rémunéré, ça m'intéressait aussi. Ok.
Et tu t'es pas dit, tiens, un de ces quatre, j'aimerais bien faire prof pendant ce... Si, si, complètement. En plus, après, plus tard, en intégrant l'ENS, forcément, c'est quand même une sortie assez classique des écoles normales. Et là, voilà, moi, j'ai réfléchi peut-être un peu plus sérieusement à la question et j'ai décidé que c'était pas pour moi. Je me voyais pas en fait, être prof pendant plusieurs décennies. C'était pas pour moi, quoi. Il y avait un truc de rapport à l'argent aussi par rapport à ça, parce que on sait que, et hélas, c'est vraiment un truc que je regrette, hein, mais que les profs sont assez mal payés en France d'une manière générale. Alors non, il y avait aucune réflexion par rapport à l'argent de ce côté-là, et d'ailleurs, comme l'illustre en fait le fait, la carrière, on va dire, que j'ai choisie dans la recherche. Donc c'est pareil, la recherche en France c'est pas super bien payé, donc c'est marrant parce que à l'époque effectivement, comme aujourd'hui, hein, mais je m'intéresse beaucoup à ces questions d'argent, etc. Mais j'ai pas eu cette vision de me dire du coup je vais choisir forcément les choix de carrière, d'orientation qui vont me mener au poste qui rémunère le plus. Pas du tout. Je pense que dans ce domaine-là, de l'orientation et du choix de carrière, j'étais vraiment impacté par un syndrome de l'imposteur. Et donc, même à l'entrée à l'ENS, j'étais en mode, mais je suis pas du tout légitime à être là, etc. Et donc, plus tard, ensuite, pareil, quoi. Je me disais, personne va vouloir de moi. Donc, j'étais plus en mode déjà trouver un taf, un CDI, le Graal en France. Ce serait super, quoi. Ils viennent d'où tes parents ? Ils viennent d'où ? Ils sont nantais. Ouais, mais ils faisaient quoi ils font quoi dans la vie ? Parce que j'imagine qu'ils travaillent encore, peut-être. Non, ils sont. Donc mon père est décédé, et ma mère est retraitée depuis quelques années, depuis 2-3 ans. Ma mère était dans le commerce extérieur, donc elle aidait les entreprises françaises à exporter. Et mon père était directeur de la formation. D'accord. Dans un grand groupe français. Ok. Ils ont fait des études tous les deux ou... Voilà, donc ils ont fait des études tous les deux. Ouais. Ok. Non, je cherche toujours à creuser, tu vois, à quel point t'avais aussi, toi, ce syndrome de l'imposteur, il venait aussi du fait que peut-être tes parents avaient pas fait d'études, tu vois, qu'il y a... D'accord. Non, je saurais pas forcément trouver d'où vient ce syndrome-là. Mais Ok. Donc t'arrives à l'ENS, qui est quand même... c'est quand même plutôt topé, hein, en termes d'études, c'est quand même pas mal. C'est pas trop mal. C'est pas mal. Tu te dis, ok, je vais me lancer dans la recherche, c'est ça ? C'est vraiment ton objectif ? En fait, assez rapidement, je me suis dit que je voulais pas faire... Enfin, dès mon entrée à l'ENS, déjà, parce que moi, je suis arrivé j'ai fait MP, en fait, en prépa, donc c'est maths, c'est vraiment maths, plus que physique. Et donc, naturellement, j'ai été droppé à l'ENS dans le département maths. Et tout de suite, je me suis dit, je veux pas faire de la recherche. Je veux pas être prof et je veux pas non plus faire de la recherche en maths en mode devant ma feuille blanche avec les équations et tout. Et donc rapidement, tout de suite, j'ai dit, je veux aller dans le département physique. Il y avait un peu plus de concret, on va dire, à mon sens. Plus de liens, avec le monde réel. Il y a tous les matheux qui font des bons en disant comment ça, c'est concret. Voilà, j'ai plein de potes matheux, donc ils prendront pas mal. Mais, et donc moi, en tout cas, j'avais ce besoin-là, d'aller vers le département physique, de sentir que je faisais des choses plus en contact avec le réel, la vie quotidienne. Bon, je sais pas. Et donc voilà, déjà ce choix de département physique, et ensuite, effectivement, je voulais pas faire d'enseignement, et donc venant de l'ENS, c'était quand même soit enseignement, soit la recherche. Maintenant, ça s'ouvre de plus en plus, mais et donc naturellement, du coup, ça a été plutôt vers la recherche, et du coup, ça a commencé par une thèse qui a confirmé que j'aimais bien ce monde-là, mais que je ne voulais pas faire de la recherche, continuer dans la recherche académique, donc en labo, etc. Et aller toujours vers un petit peu plus de concret, entre guillemets, et aller vers le privé. J'imagine que pendant ces années-là, on va reparler après du privé, mais pendant ces années-là où tu fais ta thèse et tout, t'es rémunéré, c'est ça, en tant que... Ouais, tout à fait. Même dès l'entrée à l'ENS, en fait. Ah, dès l'entrée à l'ENS, je savais pas. Comme Polytechnique, par exemple. Ok. Tu gagnes combien alors à l'époque ? Et tu gagnes mieux que Polytechnique, je crois. À l'époque, justement, je crois que j'avais retrouvé récemment ma première fiche de paie parce que quelqu'un me l'avait demandé. Et je crois que c'était 1200 ou 1300 euros. Ok. Donc c'est génial, en fait. Déjà. Et du coup, moi, à l'époque, justement, on en reparlera du FIRE, mais une des métriques, une des KPI du FIRE, du mouvement FIRE, c'est
quelle est la part de ton salaire que tu économises, quoi. Et donc à l'époque, j'étais quasiment à 100% parce que je vivais encore chez ma mère. Et voilà, donc j'avais pas forcément, et j'avais pas, voilà, encore une fois, j'étais pas flambeur ou dépensier. Donc tu mettais quasiment l'intégralité de ton argent de côté, quoi. Voilà, c'est ça. Et tu sors, enfin, j'ai toujours un peu ce truc de, ok, t'es étudiant, t'es jeune, t'avais pas forcément envie de sortir, de claquer un peu ta thune dans des sorties, je sais pas moi, dans de l'alcool par exemple. Non, voilà, c'est pas ma nature. Avec mes potes, on avait d'autres loisirs. À une époque, je faisais 10 heures de foot par semaine, donc ça c'est très proche du gratuit. Ça coûte moins cher. Et voilà. Et sinon les jeux vidéo et tout. Donc, enfin voilà, j'ai jamais été dépensier. Ok. Ça te vient d'où, ce truc de je dépense pas d'argent? Tes parents sont comme ça, étaient comme ça quand t'étais gamin, enfin? Non, eux ils l'étaient pas particulièrement, mais pas non plus flambeur dans le sens acheter des biens pour se montrer, etc. Je pense, parce que justement, effectivement, j'ai réfléchi à ça et j'essaie de comprendre, mais je pense que c'est peut-être lié à mon grand-père maternel, qui était un psychologue très très renommé, donc qui avait pas de problème d'argent particulièrement, même pas du tout, mais qui était toujours attentif, justement à ne rien gâcher. Il avait une grande maison à la campagne et je me souviens, voilà, que je sais pas, il s'occupait de plein de choses dans son jardin et il conservait ses outils. Enfin, il faisait un bon usage de toutes les choses, un usage mesuré et je me souviens qu'il conservait. Il aimait bien aussi aller récupérer des objets et refabriquer de nouveaux objets à partir d'un ancien, etc. Donc, t'as été marqué quand t'étais petit par ça? Voilà, sans doute. Ouais. Ok. Ouais. C'est tellement toujours fascinant, je trouve, la façon dont on fonctionne sans vraiment comprendre pourquoi et d'aller chercher un petit peu les différents chemins, quoi. Ça peut être un exercice difficile. Difficile même, enfin, juste pour moi qui a du mal à me souvenir de choses, mais c'est intéressant, effectivement, quand on arrive à débloquer des trucs. Ouais. Très bien. Donc, tu dépenses pas beaucoup d'argent, et en même temps, t'en gagnes, enfin voilà, t'as quasiment, un petit SMIC. Un SMIC pour toi, quoi. D'accord. Et donc, j'imagine que de ce fait-là, t'as pas forcément de problème d'argent pendant cette période de thèse, etc. Tu disais que tu partais dans le privé après. Qu'est-ce que t'es allé faire? Du coup, je suis devenu ingénieur de recherche. Ok. Dans une grande boîte française, EDF. Ok. Et donc là, c'était un petit peu plus appliqué, donc j'étais content de ce que je faisais. Moi, comme ma compétence c'est la météorologie, je faisais de la simulation numérique d'écoulement atmosphérique. Donc, en gros, voilà, on prend un ordinateur, ou plusieurs même, on prend des énormes ordinateurs, on fait tourner des gros modèles et on fait des écoulements d'air, donc sur des champs éoliens par exemple. Mais en fait, c'était même appliqué, cette compétence de la météorologie était appliquée à tous les groupes, toutes les activités du groupe EDF. Okay. Parce que ça pouvait aussi intéresser le nucléaire ou autre. Donc, c'était très multifacette, je dirais, et du coup, ça a bien satisfait ma curiosité naturelle. Donc, j'étais content. T'étais bien payé, j'imagine? Non, pas énormément, justement, au fait de ma carrière. Donc, juste avant de partir, je devais gagner 2500 €, quelque chose comme ça. Ah, yes. Donc, c'est pas fou, c'est vraiment pas fou pour 10 ans d'études, etc. Bah oui. Et puis, ingénieur de recherche en physique, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Et c'était des grilles de salaire chez EDF? Ouais, tout à fait. Tu t'étais, j'allais dire, tu t'étais mal débrouillé sur ta négo? Non, du tout, t'as même, y a pas de négo, en fait. Oui, t'arrives, ils te disent de quelle école tu viens, quel âge tu as, quelle expérience, etc. Et boum, tu tombes dans une case, et ensuite, ça évolue. Ah yes. Voilà. Parce que c'est peut-être le moment de préciser que l'un des gros trucs du mouvement FIRE, c'est que c'est aussi, et je crois même souvent, des ingénieurs. À la base, ça vient de la Silicon Valley, si je me trompe pas, c'est ça? Je saurais pas dire si ça vient uniquement de la Silicon Valley, mais c'est un mouvement qui est plutôt né aux États-Unis en effet. Qui est souvent c'est des ingénieurs chez Google ou qui ont été des ingénieurs d'informatique qui ont gagné très bien leur vie pendant quelques années et qui ont mis de l'argent de ce fait-là de côté en étant justement aussi frugal et qui décident à un moment donné de se dire ok, j'ai accumulé 3, 4, 500, $1000, je vais commencer à prendre cet argent-là pour l'investir et pour faire en sorte de le faire fructifier, quoi. Mais de ce fait-là, c'est pas ton cas.
Voilà, c'est pas mon cas, mais comme je disais, vraiment, il y a vraiment différentes stratégies, différentes façons d'atteindre ce qui est FIRE, indépendance financière, quoi. Indépendance financière et de prendre sa retraite plutôt que d'autres. Donc effectivement, c'est plus facile si on a un haut salaire. Et c'est plus facile de mettre de côté, etc. Mais voilà, il y a d'autres voies et ce mouvement qui peut-être est né dans ces milieux-là a pu essaimer ensuite et donner envie aussi à d'autres. Et moi, justement, je suis assez content de participer à ce podcast, etc. Pour aussi montrer que on peut devenir indépendant financièrement sans avoir de très hauts revenus, sans avoir d'héritage. J'ai pas eu non plus de cadeaux, j'ai pas gagné au loto, mais en travaillant. Parce que j'ai aussi pas mal travaillé sur mes investissements, on en parlera aussi peut-être, mais dans l'immobilier principalement. On va en parler. Donc en travaillant et en ayant aussi une hygiène de vie, on va dire. Enfin, hygiène, c'est peut-être un mot un peu fort, mais une certaine discipline. Un rythme de vie. Ouais, un rythme de vie qui peut permettre d'atteindre ces objectifs. Là. Donc pendant ces années où donc t'as fait 6 ans, c'est ça, chez de 2014 à 2020. Ouais. Pendant ces 6 ans, tu gagnes 2500 €, et qu'est-ce que tu arrives à mettre de côté? Ouais, je sais même pas si j'ai commencé à 2500 du coup. Mais... Putain, c'est ouf. ça me fascine. Ouais. Alors après, à EDF, t'as d'autres avantages aussi. Hein. T'as pas eu envie de te dire, ok, j'ai envie d'aller chercher un peu plus d'argent ailleurs, quoi? Eh ben non, parce que là encore, à nouveau, syndrome de l'imposteur. Ok. J'ai trouvé le truc, j'y reste, quoi. Ok. Et parce que c'est quand même des compétences, j'imagine, qui sont recherchées de ouf. Oui, a priori, oui. C'est sûr. A priori, oui. Mais j'étais en mode non, voilà, c'est bon, j'ai trouvé le truc. J'ai mon CDI. Ok. Tant qu'ils m'ont pas encore grillé. Oui, parce que t'avais vraiment l'impression d'être un imposteur, quoi. Ouais, voilà. Enfin, même après ta thèse et même après. Voilà, même après la thèse et même après quelques années encore à EDF. Ok. Mais bon. Non, mais c'est du coup, ton chemin, c'est intéressant. Voilà. Mais de ce fait-là, ça t'incite pas à te dire, ok, je vaux plus que ça, quoi. En termes d'argent, je veux dire. Oui, bien sûr. Du coup, voilà, j'ai fermé cette voie assez rapidement et sans doute de manière erronée, on va dire. Mais du coup, ça m'a poussé à vraiment creuser les autres aspects, tous les autres leviers qui étaient à mes dispositions. J'ai cherché à les actionner, quoi. Donc très rapidement, qu'est-ce qui se passe tu commences à te dire, ok, ça vaut la peine d'aller investir. Voilà, ça depuis effectivement, du coup, moi j'ai commencé à avoir des revenus en 2006. Avec l'entrée à l'ENS. Et donc là, je voyais les sommes s'accumuler sur mon compte et je me dis, il faut peut-être en faire quelque chose. Oui, parce que ça veut dire que tu as fait 6 ans. Si tu vivais encore chez ta mère à la fin de ta thèse? Non, quand même pas. Non. De ce fait-là, tu avais accumulé combien de sous à ta sortie de l'ENS, tu te souviens ou pas? Je saurais plus dire exactement, mais du coup, on pourrait faire un calcul. Faire un calcul rapide. On pourrait faire un calcul rapide, ouais, mais 2006 ou 2014, ça fait 8 ans, mettons pas loin de 100 000, quoi. Ok. En comptant tout. Parce que voilà, à l'époque aussi, je donnais pas mal de cours particuliers. Ok. Et donc là, effectivement, je voulais pas les laisser dormir sur un compte, mais j'étais pas très... j'ai commencé à lire, à m'intéresser. Mon père m'avait conseillé d'ouvrir une assurance vie. Il m'a conseillé ça au pire moment, donc fin 2006 ou début 2007. Juste avant la crise de subprime, c'est ça? Donc j'ai pris une petite baisse là-dessus. Ouais, j'ai suivi à fond mon père. Je me suis dit, ok, vas-y, go. Mais c'est vraiment bien plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait mon père était pas spécialement un bon gestionnaire. Okay. Il a plein de qualités. Et du coup, à sa mort, j'imagine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Notamment, ou quelques années avant aussi. Okay. Quand même. Mais ça te dérange pas qu'on en parle, parce que je veux bien qu'on en parle après. Ouais, ça me. Okay. Pas de souci. Et du coup, c'était quoi la question? Ouais, donc. Donc tu te retrouves avec 100 000 € sur le compte. Voilà, donc j'ai ouvert des livrets, etc. Je m'intéressais un petit peu à l'investissement financier, quoi. Donc j'ai été aussi en bourse avec quelques déconvenues par-ci par-là, mais bon. Mais en fait, donc tout ça, n'avait encore pas d'autre but que d'accumuler et de me dire ça me sécurise, quoi. Et puis plus tard, j'aurais peut-être des idées de quoi faire avec cet argent.
T'as peur de manquer d'argent d'une manière générale? Oui. Je pense Ok. qu'il y a clairement un aspect anxiété, sécurité. Là, c'est plus voilà, coucou maman. c'est plus cet aspect-là, c'est plus ce côté-là en tout cas. Ok, donc peur de manquer d'argent, mais t'as quand même ce matelas en sortant de tes études. Et à quel moment tu te dis, tiens, en fait, je peux peut-être. Enfin, qu'est-ce que t'en fais en fait une fois que t'as testé la bourse, une fois que t'as testé l'assurance vie, que tu te prends une petite claque? Ouais. Ensuite, ça a évolué progressivement. Je voyais bien que je m'intéressais beaucoup à ces sujets, à l'optimisation, et je savais qu'il y avait qu'on pouvait investir, qu'on pouvait faire des placements financiers et faire des placements investir dans l'immobilier. Mais j'avais pareil, je m'étais un peu mis une œillère en mode, l'immobilier c'est trop risqué ou je sais pas, je voulais pas y aller. Et puis bon, quand même, j'ai eu mon CDI et j'ai suivi un peu le truc classique. T'as ton CDI, tu achètes ta résidence principale, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait en 2015, fin 2015, et pendant 3 ans, pendant 2 ans, il s'est rien passé de particulier. J'ai vécu dans ma résidence principale et voilà. Mais au bout de 2 ans, avec ma copine, qui est devenue donc depuis ma femme, avec ma copine, on décide de déménager. Et là, je me suis dit, ce serait bien si on pouvait garder le premier appartement et le mettre en location. Donc j'ai fait ça. Et c'est seulement un petit peu après, quelques mois après, que je me suis dit, que j'ai commencé à vraiment rentrer dans tous les détails de qu'est-ce que c'est investir dans l'immobilier, etc. À m'intéresser vraiment beaucoup à cet univers, parce que c'est vraiment très large. Et donc assez rapidement, j'ai découvert que j'avais mal loué mal fait ma première location. C'est des histoires un peu techniques, mais qui sont hyper importantes au niveau impact financier. En gros, je l'avais loué en nu, j'aurais dû le louer en meublé. Bon. Et à partir de là, voilà, c'est comme si j'avais un peu voulu rattraper cette première erreur. Ouais. Je me suis dit, il faut investir dans l'immobilier, quoi. C'est vraiment génial. L'effet de levier du crédit est extraordinaire. Il faut en profiter. Mais donc, est-ce que vous faites ce truc que font souvent des couples, c'est-à-dire, ok, on a un appartement, on va acheter un appartement un peu plus grand, et de ce fait-là, c'est compliqué financièrement de louer l'appartement, le premier appartement. Ouais, ça a été, on a fait vraiment tous les fonds de tiroir et mon frère nous a un peu aidé aussi. Okay. On l'a remboursé depuis, mais pour acheter ce deuxième appartement et pouvoir mettre en location du coup. Donc c'était vraiment un objectif de te dire, ok, on va peut-être aller tirer le maximum qu'on peut par rapport à la banque, parce que bon, là ça rentre un peu dans les trucs techniques, mais en gros la banque t'offre une possibilité de pouvoir emprunter jusqu'à une certaine somme. Donc vous êtes allé chercher un petit peu autour de vous s'il y avait moyen d'aller emprunter de l'argent, notamment à ton frère, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que effectivement, vraiment, donc sur l'emprunt, on a fait le maximum qu'on pouvait. Moi, j'ai tout le cash que j'avais, j'ai vidé mes assurances vie, PEA, etc. Et il restait un trou, et c'est mon frère qui a pu le combler. Ok. Voilà. Ok. Et pendant ce temps-là, en tant que famille, ou future famille, parce que vous avez pas encore d'enfants, c'est ça à l'époque? Ouais, pas encore. Vous continuez à avoir le projet. Vous continuez à avoir un rythme de vie toujours frugal. Oui. Ok. Ouais, on est toujours assez frugal. Donc d'ailleurs c'était la question que tu me posais tout à l'heure. Rentrer chez EDF. Je pense que je pouvais mettre de côté. J'ai toujours bien sûr un tableur et tout. Je fais mes comptes tous les mois. J'adore ça. Je le confesse. Mais de mémoire, je pense que je mettais de côté 60, 65, 70% de ton salaire. De mon salaire, ouais. Comment tu faisais ça? Du coup, on était très frugal, mais. Ok. Et puis bon, voilà. Donc du coup, ma femme. Donc ta chérie à l'époque, t'as réussi aussi entre guillemets à trouver une chérie qui dépense pas des masses non plus, ou? Non, pas du tout. Elle était assez classique. Ok. Mais je crois qu'elle m'a suivi. Après. Ouais, voilà. Après, c'était pas extrême non plus. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais j'économisais plus de 50% de mon salaire et c'était pas extrême pour autant. Ok. En tout cas, on le vivait très bien. Nous, on n'a jamais été très sortis. Voilà. Okay. Non, mais c'est marrant parce que j'ai pas l'impression que tu te sacrifies, tu vois, quand t'en parles comme ça. Ouais, du tout. Alors que
en fait, de l'extérieur, tu te dis, ok, comment tu fais donc pour vivre avec de cette là, tu vivais avec l'équivalent d'un SMIC alors que tu pouvais potentiellement dépenser 2 fois plus, quoi. Oui, tout à fait. Et ça m'a jamais, j'ai jamais vécu ça comme une privation ou. J'étais justement, moi, j'étais content de continuer à accumuler, en fait, à mettre de côté. Ok. Et t'as jamais eu envie de te dire, en vrai, je pourrais faire, je sais pas, dépenser 2 fois plus. Il y a des trucs qui me font plaisir. J'ai envie peut-être avoir un plus grand appart, d'acheter de la déco ou je sais pas. Non. Du coup, le plus grand appart, on l'a eu. Ouais. On était à un quart d'heure de Châtelet. On avait une terrasse de 45 mètres carrés. Donc c'était quand même cool. Ah oui. Ok. On pouvait faire du ping-pong et tout. Quand tu dis un quart d'heure de Châtelet, ça veut dire que vous étiez en banlieue parisienne, c'est ça? Ouais, tout à fait. Okay. Tout à fait. Et c'est souvent ce que disent les banlieusards. Ils disent on était à un quart d'heure de Châtelet. Oui, bah t'étais quand même. Faut prendre le RER, quoi. Mais ah là là, prendre le RER. Non, je sais. Attends, moi, j'entends bien ça, tu vois. Et donc voilà, on avait l'appart plus grand, on l'avait. On faisait des voyages très souvent et tout. Donc voilà, moi j'ai pas eu d'envie de dépenser plus. Ok. Non, c'est de mon point de vue, c'est vraiment fascinant en fait. Tu vois ce truc de se dire, mais à l'époque, t'as aussi un objectif clair, tu vois, de dire. Et non, c'est ça effectivement qui est peut-être le plus étonnant, c'est que j'ai réussi à résister aux publicités, à la société de consommation, on va dire, vraiment assez naturellement et sans me dire ce sera pour dans 5 ans, dans 10 ans, parce que je pourrais faire tel truc énorme, quoi. Et en fait non, c'était juste je mets de côté, ça me sécurise, on verra, ça me servira pour plus tard. Je sais pas encore pourquoi, mais ça me servira. T'as fait de ta peur de manquer, entre guillemets, un truc plutôt positif au final. Oui, tout à fait. Parce que souvent les gens sont juste t'arrivais quand même ça t'atténuait ta peur de manquer de pouvoir avoir ce matelas? Ah oui, complètement. Okay. Ouais. C'est pour ça aussi que c'était gratifiant pour moi de mettre de côté. Non, parce qu'il y a des gens, que j'ai notamment interviewé dans ce podcast, qui ont peur de manquer, et peu importe la somme qu'ils ont devant eux, ils auront toujours peur de manquer. Moi, en fait, je suis vraiment, je fais plein de calculs tout le temps, et donc j'étais en mode, tu rationalises en fait. Voilà, si j'ai besoin de 1500 pour vivre tous les mois, si j'ai 100 000 de côté, je peux vivre tant de temps, etc. Sans rentrer le moindre euro. Voilà. Ouais. Ok. Oui, donc t'as toujours t'as le cerveau du matheux, du scientifique qui tourne en permanence, quoi. Ouais. Ok. Ça te permet de pouvoir rationaliser ta peur, quoi. Tout à fait. Ok, d'accord. Ouais. C'est quoi l'étape d'après, en fait Et justement, l'étape d'après, c'est ce calcul-là qui me donne comme résultat 80 ans, quoi, ou 60 ans, enfin la vie qui me reste. Et du coup, je suis là, si du coup j'ai de quoi partir, pourquoi ne pas le faire. Mais bon, effectivement, l'étape qui était juste après, c'est plutôt cette accélération dans l'immobilier. Donc là, je me suis associé pour pouvoir emprunter, parce que donc j'étais vraiment au max de mon endettement. Je me suis associé et donc t'as fait une SCI, c'est ça On a acheté les biens en indivision. Donc, d'accord. Juste indivision. On n'a pas créé de société. Mais tu t'es associé avec qui, si c'est pas indiscret? Avec mon frère. D'accord, ok. Et avec mon frère qui était moins endetté et qui avait des plus hauts revenus que moi. Donc on a décidé de mettre le paquet sur l'immobilier. Et donc sur 2018 et 2019-2020, on a dû faire facilement plus de 100 visites en Ile-de-France, et on a acheté plusieurs appartements. Ok, avec une... j'essaie de comprendre quelle est votre complémentarité avec ton frère. Est-ce qu'il est matheux aussi, lui, de son côté, ou alors il l'est moins. Il est plus épicier. Ok. Si tu vois. Oui, je vois bien. Il négocie, c'est ça? C'était peut-être plus c'est moi qui gérais plus les négociations. Non, mais lui, il est plus business. Enfin, il a été entrepreneur. Il a créé une boîte qui a eu beaucoup de succès. Enfin, qui a toujours beaucoup de succès. Et donc, il avait vraiment cette vision business, vision peut-être un peu plus, je sais pas comment. Long terme, ou en tout cas de se dire plus investissement aussi, de se dire là on dépense 20, on dépense 50, on dépense 100, mais c'est pour gagner plus tard plus, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, et donc sur quasiment toutes les questions on voyait ça à deux, quoi. Et
souvent il y en avait un qui était leader par rapport à l'autre, mais il propose et l'autre valide, quoi. Et, Ok. donc on est très complémentaires. Ouais, donc t'as aussi cette rencontre qui est pas une rencontre, j'imagine, c'est ton frère, Ouais. mais qui est, j'imagine, déterminante dans ton histoire. Ah quoi. oui, absolument, Ok. qui est clé. Ouais. Ok. Non, mais c'est très intéressant parce que je me demande toujours un petit peu comment tu te goupilles. Est-ce que c'est quoi le déclic que t'as à un moment donné de te dire ah bah ok, en fait j'aimerais bien monter ce truc-là. Enfin, vous avez une discussion tous les deux ou ça se fait de façon naturelle? Ça se fait. Je crois que c'est lui qui m'a approché parce qu'il a vu. Donc moi, voilà, j'avais mis mon premier appartement en location. Il a vu ensuite que ça m'intéressait beaucoup, que j'avais énormément lu, etc. Et il m'a dit, bah si tu veux, on s'associe, parce que lui à cette époque il avait beaucoup moins de temps, il avait plus d'argent, moins de temps. Il m'a dit, bah voilà, enfin lui aussi il surfait sur mes compétences, on va dire, nouvellement acquises. Mais, et il s'est dit, bah voilà, on va y aller tous les deux ensemble, quoi. Ok. Donc t'étais un peu la tête pensante du truc et lui globalement le chéquier, quoi. C'est peut-être un peu caricatural. Ouais, mais... c'est quand même un peu, parce qu'il a fait beaucoup de visites aussi. Ok. Et encore une fois, sur pas mal de questions qui pouvaient un peu me dépasser, lui, il avait, avec son expérience professionnelle, il avait manipulé des chiffres importants, etc. Oui. Donc, il était beaucoup plus, il avait ce regard peut-être un peu plus de haut et sur la situation. Un peu plus macro. Ouais. Ok. Très bien. Donc, et là, vous commencez à acheter des biens. Vous en avez combien Donc, ensuite, du coup, on en a acheté un ensemble en fin 2018 et 2 en 2019 et 2 en 2020. Ok. Si ma mémoire, 3 en 2020. 1 en 2019 et 3 en 2020. Ok. Bref, du coup, on a 5 appartements. Ok. Vous avez 5 appartements en 2020 et tu me racontais là juste avant qu'on enregistre qu'aujourd'hui tu vis à Limoges, c'est ça? Ouais, tout à fait. Vous avez pris aussi cette décision de quitter la région parisienne? Oui. Est-ce que ça rentre dans ton plan d'aller peut-être acheter plus grand pour d'aller à Limoges pour pouvoir acheter plus grand? Ouais. Clairement, nous avec ma femme, on s'est mariés en 2018 et à l'été 2019, c'est là en fait que moi sur mes tableurs Excel, j'ai réalisé que je pouvais quitter mon CDI. Et donc là, avec ma femme, on s'est dit c'est le bon moment pour partir à la campagne. Donc voilà. Après, il y a vraiment différents critères qui ont fait qu'on a choisi cette région-là, le Limousin. Voilà. Ok. Non, mais je sais pas. Je me demandais un petit peu s'il y avait aussi une volonté, tu vois, de dépenser moins d'argent de votre côté, quoi. Eh ben. Moi, en fait, j'étais persuadé, avant de faire le move, que comme j'étais déjà un optimisateur de folie chez moi en région parisienne, que j'allais pas arriver, que ça pouvait pas être mieux en déménageant, parce que avoir la maison à la campagne, c'est aussi avoir la voiture, quoi. Et donc là, gros poste, quoi. Et donc j'étais persuadé que les dépenses seraient supérieures. Donc c'était pas du tout je me disais pas on va partir pour être encore plus frugal, pour dépenser moins, quoi. Ok. Et au final au final je pense qu'effectivement avec la voiture on dépense un peu plus qu'avant, mais il y a pas mal de choses qui ont évolué aussi et surtout le fait que finalement ça se passe très bien depuis 2 ans au niveau financier, à différents aspects, hein, par rapport à mes simulations qui étaient volontairement pessimistes faites sur Excel. Et comme ça se passe bien, du coup, moi, progressivement, je détends un peu je me détends en fait par rapport aux dépenses et tout, et du coup, je pense qu'on dépense plus qu'avant. D'accord. Mais parce que le petit grandit aussi. Il y a plein de choses qui. Parce que vous avez fait des enfants. Voilà, donc entre-temps. Ouais, c'est ça, entre-temps. Qui a aussi un énorme poste. Ça a dû flinguer ton tableur Excel, cette histoire. C'est un énorme poste. Du coup, ça, le premier, il était déjà dedans. Ouais. Donc, t'as compté quoi dans ton tableur? Tu vois, j'ai compté vraiment les dépenses mensuelles. Voilà. Et donc, je voyais combien. Je faisais des hypothèses sur les dépenses mensuelles à venir et sur les revenus mensuels à venir. Ok. Et en fait, pour pouvoir me libérer si tôt, partir de EDF si tôt, c'était un petit peu osé, mais je me suis vraiment basé sur ce qu'on appelle la consommation du capital. Donc le mouvement FIRE aux États-Unis
lui se base plus sur l'investissement en bourse et sur avoir une espérance de vie infinie. C'est-à-dire, voilà, je pars avec 1 million et tous les ans, je peux retirer 4% de mon portefeuille, donc 40 000, et ça va durer de manière infinie parce que la bourse, globalement, elle monte. Vraiment, pour le faire très, très résumé. Oui. Et moi, j'étais en mode, non, moi, je vais consommer le million, quoi. Donc, en plus, moi, c'était vraiment principalement immobilier, quasiment rien en bourse. Mais j'étais en mode, c'est pas, j'ai tant d'appart et du coup, ça me donne ce que je dois dépenser tous les mois. Non, ça me donne à peu près 0 tous les mois. Mais je vis sur mon cash et quand j'ai plus de cash, je vends un appart. Ensuite, je vis sur le cash. Quand j'ai plus de cash, je vends un autre appart. Ok. Et tu continues à faire ça aujourd'hui ? Et donc c'était le plan de départ. Ok. Jusque-là, ça se passe mieux que ces prévisions qui étaient volontairement, encore une fois, pessimistes. Et donc pour l'instant, j'ai pas eu à vendre d'appart. Et j'arrive à vivre avec mon side business que j'ai créé à côté. Qu'est-ce que tu as créé comme side business ? Donc voilà, quand dans la communauté Fire, on parle de side business, c'est genre tu t'es retraité, mais en fait tu continues à travailler, t'as créé un nouveau truc. Il y a une fameuse caricature qui dit tu peux aller faire barista dans les Starbucks là, c'est ça, ouais. Pour pouvoir. Oui, mais alors ça, il y a une explication. Hein, mais donc ça, c'est un type de fire, c'est le barista fire. Ouais. Donc moi, je suis plutôt lean fire. Il y a le fat fire, gros, et le lean fire, c'est plutôt frugal. Quoi. Mais et du coup, ouais, mon side business, du coup, mon side business, c'est conseiller en finances personnelles. Donc j'aide les gens à investir, à gérer leur argent, gérer leur patrimoine, la transmission de leur patrimoine, etc. Et ça, j'y suis venu pareil assez naturellement. Mes proches, me voyant avoir du succès au niveau financier, au niveau immobilier en particulier, sont venus de plus en plus me demander des choses, me poser des questions, me demander des conseils, mon avis sur tel ou tel projet. Et moi, je voyais que ça me bottait vachement de leur répondre, de rentrer dans leur problématique, d'optimiser leur situation. Et donc à un moment, petit à petit, je me suis dit mais ce serait vraiment génial si je pouvais en faire mon activité. Donc voilà, j'ai développé ça progressivement à partir de 2019. Ok. Et donc aujourd'hui, tu as des clients qui travaillent, pour qui tu travailles, avec qui tu travailles, j'imagine. Ouais, tout à fait. Ouais. Et tu leur fais un tableau Excel. C'est ça, non? C'est ça. Tu reproduis un peu la recette qui t'a. Oui, alors après, chaque situation est vraiment différente. Donc moi, je fais un accompagnement personnalisé. J'ai pas de formation PDF que je t'envoie et tu te débrouilles, ou vidéo. Moi, c'est vraiment un coaching, un accompagnement personnalisé. Et de fait, il y a certains outils, qui sont vraiment ou certaines règles ou habitudes qui sont vraiment bonnes à apprendre ou à apprendre et qui s'appliquent à vraiment quasiment tout le monde. Mais ensuite, il y a beaucoup de situations particulières. Donc, c'est jusque-là, depuis 3 ans, quelque chose de très enrichissant aussi. J'ai des profils très, très différents, donc c'est top. J'imagine que là, tu te formes à côté, c'est ça? Tu continues à bouffer de la documentation comme tu peux? Ouais, tout à fait. T'arrêtes pas. À la fois, ça me sert pour moi, pour mon patrimoine immobilier et financier, et je sais que ça sert aussi pour mes clients, donc voilà. Ok. T'as pas le syndrome de l'imposteur pour le coup? Tu te sens à ta place? Voilà, tout à fait. Là, je l'ai beaucoup moins, voire pas du tout. Donc, waouh. Voilà, c'est ça. Alors que t'as pas fait normal. T'as pas fait le normal des finances, quoi. Non, j'ai pas fait normal sup coach financier, mais. Ok. Tu sais pourquoi? Je sais pas. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise, effectivement. Je sais pas, j'ai l'impression de maîtriser plus ça que à l'époque, la simulation numérique. Ok. Et ça me botte plus, que de faire du code à longueur de journée. Ouais, j'imagine. Et c'est très intéressant. Et de ce fait-là, tu fais un coaching, c'est ça? Donc c'est limité dans le temps? Voilà, donc encore une fois, ça s'adapte à chacun. Ouais. Je fais des devis personnalisés et en général, les accompagnements, c'est de 3 mois à 1 an. Ok. C'est quand même, en général, ce sont des choses qui peuvent mettre un peu de temps à se mettre en place. Et donc c'est pour ça que on peut se faire un one shot, 1h30 ou 2 heures. Je te donne des conseils, etc. Mais c'est quand même très bien d'avoir aussi un suivi et aussi il y a vraiment cet aspect coach, justement, l'aspect. Parfois, il faut que je revienne te titiller et te dire alors, est-ce que tu as bien fait ça parce que c'est pas forcément des changements qui sont faciles à faire ou
Bon, voilà. Enfin, comme tu le sais, ce sont des questions assez intimes aussi, Oui. qui chamboulent tout en fait. Donc, Et t'arrives à gagner de l'argent avec ça? T'as fait combien de chiffres d'affaires, par exemple, l'année passée? ouais, alors c'est très modeste, mais je fais pas ça gratuitement non plus. Oui. Donc je fais j'ai dû faire quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Et cette année, c'est parti pour être peut-être un peu mieux, mais oui, enfin si, un peu mieux. Donc voilà, c'est très modeste, mais c'est exactement ce que je souhaitais aussi. C'est-à-dire vraiment me libérer du travail, on va dire, et donc avoir beaucoup plus de temps aussi pour d'autres choses, pour plein d'autres choses. Ok. Et on va parler après des autres choses que tu fais, mais de ce fait-là, aujourd'hui, t'as combien d'appartements avec ton frère? Du coup, moi, j'ai 5 appartements avec mon frère et j'ai un appartement à moi seul. Ok. Et donc, tu gères des locataires, j'imagine? Oui, tout à fait. C'est un travail, j'allais dire à plein temps, mais non, c'est quand même du travail, quoi, tu vois, d'avoir. Ouais, c'est quand même du travail, donc c'est pas un travail à plein temps, mais parce qu'on peut automatiser pas mal de choses et déléguer aussi pas mal de choses. Mais donc, comme en plus on a des colocations, ouais, j'ai une petite vingtaine de locataires. Donc, oui, il y a le téléphone qui sonne de temps en temps. Ok. Il y a un chauffe-eau qui a pété, il y a un. Voilà, mais après, faut. Il y a aussi pas mal de stéréotypes ou de sur l'investissement immobilier, le locataire qui casse tout l'appartement, etc. Je veux bien qu'on les flingue, voilà. Ces stéréotypes. Ah ouais, avec moi, plaisir. Moi, en tout cas, dans mon expérience, et ça vient pas de nulle part non plus. C'est parce que je sélectionne bien mes locataires, etc. De mon expérience, voilà. Enfin, j'ai eu forcément, il y a des sujets à gérer. De temps en temps, effectivement, il y a des problèmes de plomberie ou autre, mais c'est vraiment pas tout le temps, quoi. Voilà. Moi, encore une fois, avec une petite vingtaine de locataires, je pense que le temps que ça me prend, ça doit être à peu près 5 heures par semaine maximum. Ouais, 5 heures par semaine. Vraiment en moyenné sur tout. Parce que aussi, comme je suis bricoleur, l'an dernier, ou même il y a quelques semaines, on a repeint une chambre avec mon frère parce que parce que ça nous amuse aussi de mettre la main à la pâte sur certains trucs qui sont faciles, de revoir l'appart, de voir éventuellement les locataires ou les colocs. De ce fait-là, vous déléguez pas trop de trucs non plus, vous faites en sorte de garder une économie toujours la plus frugale possible, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Pour l'instant, on est là-dessus. Après, peut-être qu'un jour on mettra ça en agence ou autre, mais pour l'instant, je pense que c'est mieux parce qu'effectivement, du coup, concrètement, le rapport temps-argent est quand même est très favorable sur cette question de déléguer à une agence. Oui, sauf quand tu dois effectivement repeindre un appart complet, ça te prend un peu plus que 5 heures. Oui, alors là, c'était pas l'appart complet, heureusement, mais oui, là, c'était aussi plus pour aussi revoir l'appartement, comme je te dis. T'as des velléités d'acheter plus d'appart, c'est ça, de continuer à faire grossir ce business-là? Bah du coup, quand j'ai fait le choix, moi, de quitter EDF, je savais que ce serait a priori plus possible. Toujours pareil, à cause de le taux d'endettement qui est très élevé, et du coup, acheter cash, ça représente assez peu d'intérêt. C'est quand même l'effet de levier du crédit. Tu peux peut-être expliquer comment ça fonctionne pour les gens qui sont pas, parce que je crois vraiment qu'il y a des gens qui connaissent rien du tout en technique, quoi, tu vois. Comment ça fonctionne un prix immobilier ou un crédit, quoi. Enfin, le gros avantage avec l'emprunt immobilier, c'est que on peut mettre 10 000 d'apport pour acheter un bien qui en vaut 100 000, parce que la banque a prêté 90. Pour faire vraiment simple, parce qu'il y a des frais annexes, etc. Et donc, si le bien à 100 000, il rapporte 5%, tous les ans, il rapporte 5 000, alors qu'en fait, toi, au départ, t'as mis que 10 000. Donc, on pourrait dire, c'est 50% de rendement brut. Mais, et donc, c'est ça, c'est vraiment énorme. C'est un levier très important, mais ça peut jouer dans l'autre sens aussi. Ça peut jouer à la baisse si tu as prévu de revendre et que ton bien, l'immobilier a baissé. Mais bon, c'est un cas de figure qui est quand même assez rare. Mais et donc c'est ça qui est énorme. Et en plus, à une époque encore assez récente et même encore aujourd'hui dans certains cas, tu peux investir à ce qu'on appelle à 110%. Ça veut dire vraiment en mettant 0 d'apport. Tu mets 0 de ta poche, c'est la banque qui finance tout. Et ensuite derrière, si tu mets en location, comme on dit, c'est le locataire qui rembourse la banque. Et voilà. Donc et tu te constitues un patrimoine. C'est un accélérateur exceptionnel, quoi. Et pour le FIRE, on dit que pour devenir FIRE, il y a 3 piliers. Il y a la bourse, l'immobilier et l'entrepreneuriat. Et
Voilà, donc moi j'avais clairement axé sur l'immobilier. On peut faire les trois en même temps, on n'a pas obligé de... T'as enlevé toutes tes billes de la bourse, c'est ça? Tu disais, t'as vraiment tout remis dans... Bah du coup, en 2018, pour acheter notre appart, là où j'avais fait les fonds de tiroir, du coup j'avais tout retiré, effectivement. Et ensuite, avec l'épargne que je constituais progressivement, j'ai remis des billes en bourse progressivement. Et aussi là, maintenant, je continue à le faire pour une problématique, avec un idéal de diversification. Ok. Donc, pour une gestion en bon père de famille. Tu continues à mettre de l'argent de côté aujourd'hui? Et donc voilà, c'est vraiment la magie. J'ai pu continuer j'ai pu mettre de l'argent de côté en 2020-2021. Et à partir de maintenant, je suis devenu, c'est un peu technique, mais je suis devenu loueur en meublé professionnel. Avant, j'étais loueur en meublé non professionnel. Et là, c'est un petit mot, mais ça fait une grosse différence parce que quand tu passes loueur en meublé professionnel, tu as beaucoup plus d'impôts, de charges sociales en fait. Ok. Et donc, à partir de maintenant, je vais être plutôt en négatif. D'accord. Donc je vais vraiment seulement à partir de 2022 arriver dans ce que j'avais prévu au départ, à savoir devoir manger sur mon cash progressivement, consommer mon cash progressivement, et au bout d'un moment sans doute devoir vendre un appart. Parce que t'es passé de non professionnel à professionnel à partir du moment où tu commences à avoir X appart, c'est ça ou... Voilà, alors il y a deux conditions, il faut avoir plus de 23 000 euros de revenus locatifs et que ces revenus locatifs représentent plus de 50% des revenus du foyer. Ah yes. Et donc, les plus de 23 000 euros de revenus locatifs, je les avais déjà depuis quelques temps. Mais les plus de 50%, c'est du fait de mon départ de EDF. Ok. Et oui, j'allais te dire, ça aurait peut-être... Non, ça aurait peut-être pu valoir la peine de garder un job, mais pas du tout. C'était pas le projet, quoi. Mais effectivement, j'étais très conscient, en fait, en partant de EDF, j'étais très conscient que si j'étais resté ne serait-ce que 1 an, 2 ans de plus, vraiment la boule de neige aurait beaucoup plus grossi. J'aurais pu mettre beaucoup plus de côté et j'aurais pu vivre un FIRE avec plus de train de vie, quoi. Mais c'était pas l'objectif, quoi. Et puis c'était pas l'objectif, et 2, la liberté m'attirait trop, quoi. Donc j'ai vraiment préféré la liberté à l'argent. Ok. Il y avait vraiment ce choix et j'ai choisi la liberté, quoi. Qu'est-ce que t'en fais de cette liberté? Et qu'est-ce que j'en fais? Du coup, donc j'ai mon fils qui va rentrer à l'école là en septembre, mais du coup je m'en suis beaucoup occupé. Enfin, je continue à m'en occuper beaucoup, qui me prend donc qui prend le plus de temps. Et puis sinon, depuis, on s'est installé donc en maison avec un jardin. Donc c'est ça en fait, c'est les relations sociales. Donc mon fils en premier, on va dire, mais les amis, la famille, etc. Et puis bricolage, jardinage, sport. Ok. Voilà. Mon side business, bien sûr. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que ça te... Enfin, comment tu te vois par rapport à ton toit chez EDF d'il y a quelques années, aujourd'hui, quoi? Il y a quelques années, donc du coup je m'en souviens pas en fait. À ce point-là, putain. Non, mais le mec est amnésique. Ouais. T'es Memento en fait, c'est ça. Non mais c'est vrai, t'as vraiment à ce point-là, t'effaces au fur et à mesure ta mémoire à ce point-là. Ouais, alors je pense que je suis pas aussi grave que mon frère, mais aussi court terme, quoi. Mais ouais, enfin voilà, du coup mais si quand même EDF ça va. Je me souviens de certaines choses. Écoute, enfin justement en fait quand je fais l'effort de me souvenir, je suis tellement content d'avoir fait ce choix. C'était très bien, enfin tu vois, j'ai pas fui quelque chose, quoi. Franchement, enfin justement déjà l'équilibre vie pro vie perso était super, le cadre de travail était génial. Après il y avait 2-3 trucs qui me plaisaient un peu moins, mais voilà, quand je repense à, enfin aujourd'hui on a vraiment une vie de rêve, quoi. On n'a pas de consommation ostentatoire ou de voyage à l'autre bout de la planète, mais nous on a tout ce qu'il nous faut. Enfin c'est vraiment génial, quoi. On a un cadre de vie exceptionnel et je pense que pour notre petit c'est génial. Donc là ma famille enceinte, on va en avoir un deuxième. Non, en tout cas il y a pas de regret et du coup je valide les choix que j'ai faits. Ok. Imagine demain, il y a un de tes enfants qui veut faire une école de commerce à genre 10 000 balles l'année et qu'en fait au final ça va te coûter, je sais pas, 40 ou 50 000 balles. Ouais. C'est un truc que tu as prévu, ça aussi, dans ton système, c'est ça? En tout cas, voilà, j'y ai pensé.
Ou alors tu vas leur dire tu vas faire la fac. C'est tout. Non. Mais j'y ai pensé effectivement au moment de faire mes tableurs Excel et de devoir remplir la case enfant avec un S entre parenthèses. À l'époque, il n'y en avait qu'un, mais on savait qu'il y en aurait probablement plus au final. Et à l'époque, encore une fois, pour pouvoir me libérer plus rapidement, etc., je me suis dit, ils pourront faire comme leur maman, à savoir emprunter. Donc prêt étudiant, quoi. Et en fait, maintenant, je me dis que comme ça se passe pas trop mal, peut-être que je serai en mesure de contribuer, voire de les aider complètement là-dessus. Ok. Donc voilà. Non, mais tu sais, il y a aussi cette vision de te dire, c'est une vraie question, tu vois, de se dire comment tu aides tes enfants, tu vois, quand ils deviennent étudiants. Est-ce que tu leur dis, en fait, tu vas bosser à côté? J'avais reçu Lou, notamment, qui était archi et qui avait vraiment bossé pendant toutes ses études parce que ses parents, ils avaient pas d'argent et que c'était comme ça, quoi. Mais en tant que parent, je trouve que c'est une vraie question aussi que tu te poses de leur dire, est-ce que toi t'es en train de financer, ou alors tu leur dis, en fait, va bosser, ou va, je sais pas, démerde-toi pour payer une partie de ce que tu dois. Après, le prêt étudiant, tu peux le rembourser à la suite de tes études. T'es pas obligé de cumuler les deux. Mais, voilà, je sais que ma femme, elle a fait ça, elle s'en est très bien sortie. Mais c'est clair que si je peux aider, je pense que je serais très, très content de le faire. Et, pour l'instant, tout porte à croire que je pourrais le faire. Donc, ok. Ouais. Et ta femme, alors, donc, de ce fait-là, elle a été obligée d'arrêter. J'aimerais bien comprendre un petit peu son cheminement sans parler à sa place. Mais tu me disais que peut-être on pourra faire un épisode d'histoire de couple ensemble avec elle. Mais je me demandais un petit peu comment elle avait vécu, ou comment t'as vécu toi de son côté, le fait qu'elle soit rentrée entre guillemets dans ton système, quoi. Parce que j'imagine que toi, t'étais un peu comme ça depuis que t'es gamin, apparemment. Ouais. Elle a dû, j'imagine, rentrer un peu dans tes cases aussi, non? Oui, alors après, moi aussi j'ai appris d'elle et on s'est rejoints, quoi. Oui. Mais c'est clair que tu veux dire qu'elle t'a appris un peu à te faire un peu plus plaisir, à dépenser peut-être un peu plus d'argent, c'est ça, quand t'as envie d'un truc? Déjà je suis déjà le terme se faire plus plaisir. Enfin, moi j'estimais que je me faisais tout à fait plaisir avant aussi, tu vois. Mais effectivement, elle m'a peut-être ouvert à des possibilités de se faire plaisir autrement. On va le dire comme ça. Et moi aussi. Du coup. Donc voilà, enfin je pense qu'on s'est bien rejoints, et c'est clair qu'elle a en tout cas elle a été un grand support aussi dans le choix de faire ce changement de vie, d'aller partir à la campagne, etc., et de quitter EDF, et notamment du fait que elle était indépendante depuis depuis quelques années déjà, et de savoir que moi j'avais ce projet de développer mon activité de coaching. Elle était vraiment un très grand support. Elle m'a dit vas-y go, c'est super, vas-y. Et donc vraiment c'est un projet qu'on a fait à deux. Ok. Et je pense qu'elle elle est consciente, ou enfin très reconnaissante du fait que que grâce à mon travail, on va dire, dans l'immobilier, etc., on ait pu faire ce choix de vie. Ok. Mais voilà, après, il faudra lui poser la question. Oui, je me doute bien. Mais en gros, toi, de ton côté, enfin, elle, en tant qu'indépendante, elle avait pas non plus de souci à devoir quitter ton job, parce que tu vois, en tant qu'indépendant, quand t'es dans un couple, tu peux te dire c'est cool parce que ouais, complètement. Il y a Guillaume qui travaille chez EDF en plus, donc ouais, elle justement, elle s'est lancée en freelance parce que elle savait que moi je pouvais assurer derrière, entre guillemets, hein, mais voilà, enfin elle était justement elle était très reconnaissante de ça aussi. Elle a pu se lancer, et ensuite, pour le choix de quitter EDF, là, elle m'a vraiment fait confiance, parce qu'elle voyait bien depuis des années que j'avais la tête dans les chiffres et dans mes tableurs et tout, et donc je passe pas ma vie à ça, mais si c'est ta passion, en même temps, c'est pas grave, t'excuses pas, franchement. Ouais. Mais non, mais c'est pas une excuse, c'est la réalité. Non, mais tu dis je passe pas ma vie à ça, il y a un peu un côté oui, parce que je sais pas, j'ai utilisé l'expression avoir la tête dans les tableurs, non. Bah oui. Mais
Et du coup, elle me voyait m'intéresser beaucoup à ces sujets et en fait tenir les finances du couple, faire les déclarations d'impôts pour elle. C'est moi qui faisais un peu la paperasse, etc. Et elle me faisait vraiment, elle m'a fait confiance, quoi. Elle m'a dit, si toi tu dis que c'est bon, c'est bon, quoi. Ok. Voilà. C'est cool, hein. Ouais. C'est ok. Avant de conclure, en fait, j'aimerais bien que peut-être tu puisses expliquer un peu plus, parce que tu l'as dit très rapidement, Lean Fire, Fat Fire, on parlait du barista aussi, ouais. Qui est c'est des vrais modèles que les Américains ont pensé, théorisé, etc. Il y a plein de gens qui s'y sont lancés aussi. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer les différents modèles? Ouais. Donc effectivement, il y a cette idée qui regroupe tout le monde, c'est donc FIRE, donc devenir indépendant financièrement et partir à la retraite plutôt que d'autres, plutôt que prévu. Et voilà, derrière, comment on atteint ça, donc différentes stratégies et qui s'adaptent effectivement, j'imagine, à différentes personnalités. Mais voilà, il y a des personnes qui veulent aller super vite et donc ils se disent, même si je gagne 100 000, je vais dépenser que 20 000 et comme ça je pourrais partir le plus tôt possible. Mais du coup, pour dépenser que 20 000, il faut que je sois très frugal. Enfin, c'est aux États-Unis, hein, il faut imaginer 20 000, c'est... Donc voilà, ceux qui sont vraiment très très frugaux, ils vont ce qu'on appelle les Lean Fire. Ceux qui au contraire visent un objectif très très élevé de je veux gagner 8 000 euros par mois de revenus qui tombent tout seul, on va dire. De revenus passifs. De revenus passifs, ouais. Ça c'est Fat Fire. Le Barista Fire, ça vient de Starbucks, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure. Parce que Starbucks, si tu vas à Starbucks, si tu es employé Starbucks, même en part-time, donc à temps partiel, tu avais, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais tu avais aux États-Unis une couverture sociale, complète. Ce qui est important aux US, est pour le coup. Tout à fait. Mais c'est une question aussi en France, hein, d'ailleurs, pour les rentiers. Je suis rentier, comment je fais pour la mutuelle et pour la sécu. Mais voilà, il y a des solutions. Et du coup, voilà, tu pouvais être barista fire, c'est-à-dire travailler un tout petit peu, de temps en temps à Starbucks, mais sinon être plutôt indépendant. Et du coup, il y a vraiment différentes stratégies aussi pour y arriver. Ça, c'est un peu ce que j'ai dit, c'était les différents types de fire et les stratégies. Donc, j'ai parlé des 3 piliers: bourse, immobilier et entrepreneuriat. Et donc maintenant, il y a plein d'autres choses. Enfin, quand je dis bourse, en fait, c'est investissement financier de manière générale, et on peut mettre les cryptos aussi dedans. Donc il y a vraiment plein de moyens de. Mais l'idée principale, on va dire, c'est de gagner plus, dépenser moins, ou en tout cas maîtriser ses dépenses et optimiser ses investissements. Pour essayer d'atteindre le plus vite possible, ou en tout cas à un temps qu'on s'est fixé, à un moment qu'on s'est fixé, cet objectif d'indépendance financière. Et aux US, effectivement, ils ont plus basé historiquement sur vraiment l'investissement en bourse, ouais. Parce que eux, ils sont plus câblés là-dessus que nous, Français, qui n'aimons pas forcément beaucoup la bourse. Et nous, du coup, en France, c'est plus l'immobilier, je pense, et aussi parce qu'il y a ces facilités de crédit avec un taux fixe aussi, qui est pas du tout le cas partout dans tous les pays. Donc il y a vraiment différentes stratégies, même donc à l'intérieur aussi de l'immobilier, il y a plein de. Tu peux faire du Airbnb. Et à ce moment-là, c'est comme si tu te crées un deuxième travail si tu fais vraiment tout. Mais ça peut permettre d'accélérer énormément. Donc c'est vraiment chacun peut se faire son truc et sauter aussi d'une stratégie à l'autre. Donc c'est un univers incroyable qui est très très varié. Donc ça m'a pas mal plu. Et chacun peut trouver, je pense, chaussure à son pied dans cet univers. Est-ce qu'il y a un site de référence en France? Parce que je sais qu'il y en a pas mal aux US, mais en France, il y a un site de référence? Je sais, enfin, il y a pas un site de référence. Il y a plein de ressources. Moi, j'aime bien le forum qui s'appelle Devenir Rentier, donc devenir-rentier.fr. C'est un forum de grande qualité en fait, où les intervenants sont assez experts dans leur domaine, donc ils brossent vraiment toutes ces façons, toutes ces stratégies, donc qui s'appelle Devenir Rentier, mais qui est
qui existait depuis longtemps, enfin qui est pas forcément câblé, enfin qui est pas forcément directement lié au Fire, au mouvement Fire, mais de fait, bon, ça c'est quand même de thématiques très proches. Et donc voilà, moi je trouve que c'est une ressource très très bonne. C'est marrant parce que tu disais justement au tout début que l'idée vraiment c'était de devenir rentier, mais que c'est mal vu en France. Ouais. Pourquoi c'est mal vu en France pour toi? Quand tu dis aux gens que t'es rentier aujourd'hui autour de toi, tu le dis d'ailleurs? Du coup, je le dis pas. Ouais. Tu dis que t'es retraité précoce. Tu dis dans ton métier, je suis retraité précoce. Je suis précoce. Non. Du coup, effectivement, ça dépend à qui je parle. Ouais. Mais je suis très content que les gens viennent me poser des questions. Ce qui arrive quasiment jamais. Mais c'est vrai. Ouais, sur. Enfin, mais je pense effectivement, qu'il y a vraiment un tabou sur l'argent, que les gens sont pas à l'aise d'en parler, bon, et que le riche est mal vu en France, pour le dire un peu rapidement. Donc ouais, rentier, il y a tous les mots MAUX dans ce terme-là, donc. Mais donc, autour de toi, je sais pas, avec les parents, des gamins de ton fils à l'école, etc., qu'est-ce que tu dis? Alors, ils s'imaginent que t'es Walter White, que tu vends de la drogue, ou comment ça se passe? Non, du tout. Du coup, moi, je dis, quand c'est une interaction rapide et tout, je dis que je suis conseiller en finances personnelles. Ok. Voilà. Et écran de fumée. Ouais, non, mais en fait, justement, c'est intéressant parce que cette question, parce que au moment de devenir Fire, je me suis dit, mais je suis super, j'étais très très fier de ce que j'avais accompli, etc. Et du coup, j'étais là en mode pas revendication, mais ouais, voilà, en tout cas, vraiment, je vais pas afficher le truc, mais je vais pas m'en cacher non plus. Ouais. Et donc, si on me pose la question, je dirais. Voire même, tu viens parler dans ce micro, donc t'as aussi envie de faire connaître. Ouais, tout à fait. Le mouvement, quoi. Oui. Et donc, je me disais, si on me pose la question, si on me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, je dirais, je m'occupe de mon fils, je bricole, je fais du potager et tout, je fais du sport. Et voilà, c'est pas bien vu, hein. Un peu provoque. Ouais. J'aide mes beaux-parents, les autres retraités qui vivent près de chez moi. Et du coup, finalement, en fait, on est vraiment, il y a tout un tas de règles tacites, dans cette société qu'on a, et qui font que c'est juste plus simple, en fait, de dire je suis coach en finances personnelles. Et justement, si ensuite la relation continue, moi, justement, j'ai rien à cacher. Au contraire, comme je te dis, je suis content de parler de ces sujets. Donc, si les gens viennent creuser, je suis ravi de leur révéler que ça ne me prend que 10 heures par mois. Pour que les gens puissent te trouver, où est-ce qu'ils peuvent te trouver s'ils veulent, par exemple, faire appel à toi? Ouais, bonne question. Du coup, je ne suis pas forcément très visible, mais mon compte Instagram et ma boîte, s'appelle Mes Finances, Ma Liberté. Ok. Je mettrai un lien dans les notes. Voilà, donc tu mettras un lien, ça ce sera très très visible. Voilà. Ok. Et ça coûte combien, par exemple, une prestation? Tu disais que c'était très personnalisé, mais ça va de combien, on va dire? Je sais pas si je casse le business, mais si, en fait, je casse le business. Des formateurs en immobilier qui sont très nombreux sur YouTube et autres plateformes, qui vendent des formations à 3 997 €, mais tu peux payer en 4 fois sans frais, mais c'est que jusqu'à ce soir minuit. Je sens une pointe d'ironie. Donc voilà, je casse un peu le business, mais en gros, je prends une centaine d'euros par heure de coaching. Ok. Et voilà, en général, c'est sur plusieurs mois. Donc voilà, il peut y avoir quelques coachings, 2-3 coachings par mois. Et voilà. Trop bien. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Non, c'est très bien. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi. C'était vraiment super intéressant. Un grand merci à toi. Avec plaisir.
Un grand merci à vous pour votre écoute. Rendez-vous 3 vendredis par mois pour un nouvel épisode d'Histoire d'argent et à chaque jeudi qui précède pour un extrait qui, j'espère, vous donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si vous aimez ce podcast, vous devriez aussi aimer mes autres podcasts d'interview. Je vous mets des liens dans les notes de cet épisode. Vous verrez, il y a tout un choix. Je vous invite aussi à vous abonner à mon podcast. Je vous mets un lien directement dans les notes, mais aussi à ma newsletter. C'est encore le meilleur moyen de garder contact avec ce que je crée au quotidien. Merci encore pour votre fidélité et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.